2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est le LGF, votre show qui vous parle, le show qui vous écoute tous les jours 16h, 18h avec un programme ma foi très sympathique aujourd'hui. En bonne compagnie, le mardi, c'est Ossine. Et oui, Ossine Ras, il est avec nous. Salut Ossine. Salut Christophe. Comment ça va ? Ça va très bien, merci, un peu fatigué mais ça va. La voix la plus masculine de la bande FM. Hey, Ossine merci. Ras, il est là avec nous. Jusque 18h avec un programme, je le disais, donc assez sympathique. Tout d'abord, nous allons parler tout à l'heure, puisque depuis plusieurs années, l'association française de normalisation, qui s'appelle l'AFNOR, travaille sur la mise en place sur justement une norme halal. Une première norme expérimentale a vu le jour ce 15 septembre, mais celle-ci est d'ores et déjà largement décriée par les organisations musulmanes, notamment mosquées, organismes de certification, etc. Et le CFCM qui entend se démarquer. Nous aurons à ce titre Abdallah Zekri, qui est le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM, qui sera avec nous pour nous expliquer pourquoi justement il contredit un petit peu cette norme expérimentale. Nous parlerons avec lui, puisque ça tombe bien, c'est son domaine, du rapport européen qui est sorti sur l'islamophobie, et on y voit à la lecture de ce rapport que le racisme anti-musulman s'est quelque peu normalisé. Je vous apprends rien. Et on fera le point avec lui aussi sur les affaires internes du CFCM. On en parlait il y a quelques semaines maintenant. Ahmed Ograd, qui est le nouveau président du CFCM, est un peu mis sur le banc des accusés parce qu'il a eu à rencontrer Nicolas Sarkozy et des membres du CFCM. Et Abdallah Zekri d'ailleurs est à l'initiative d'une lettre envoyée aux membres internes du CFCM pour dénoncer justement cette rencontre du nouveau président du CFCM avec Nicolas Sarkozy. On essaiera de faire le point avec vous, et vous pourrez, c'est la petite nouveauté aussi maintenant quand on a des invités, auditeurs, auditrices, appeler au 01 40 33 9000 pour interpeller directement Abdallah Zekri et lui poser aussi votre question tout à l'heure. Et puis après à 17h nous aurons de nouveau Elsa Lefort, l'épouse de Salah Hamouri, pour qui ça se complique, puisqu'on parlait il y a quelques semaines d'une peine de reliquat qui lui restait à faire, donc de 3 mois, sauf que on a appris qu'il était condamné à 6 mois de prison. Évidemment, vous connaissez le principe de cette plus grande démocratie, sans aucune sans aucune raison valable, bien entendu. Voilà. En tout cas, les affaires se compliquent. Elsa Lefort, qui a d'ailleurs intervenu ce week-end à la fête de l'humanité, sera avec nous tout à l'heure pour faire le point. C'est important de suivre ce dossier de Salah Hamouri, parce que la France aussi, nos auditrices auditeurs, ne s'y en intéresse pas trop, même pas du tout. Les autorités françaises ne cherchent pas à aller chercher, négocier en tout cas une libération de ce franco-palestinien. Rappelons-le, il est français aussi. Donc voilà. On fera le point donc tout à l'heure avec Elsa Lefort. Le zapping, bien sûr, qu'un zapping bien fourni. Vous allez voir que dans ce zapping, la guerre est bel et bien déclenchée au Front National entre Marine Le Pen, la présidente, et le vice-président Florian Philippot. Pourquoi ? Parce que Florian Philippot est à la tête d'une association qui s'appelle les Patriotes, et que Marine Le Pen voudrait bien que Florian Philippot quitte cette association. Florian Philippot a dit non. Donc vous allez voir que la guerre a bel et bien été lancée par médias interposés ce matin entre RTL et RMC. Et puis évidemment le quiz du LGF tout à l'heure, avec toujours à gagner les dernières places pour la star égyptienne qui se produira ce samedi 23 septembre. Ça sera à l'Olympia. Et pour les auditeurs de Marseille qui souhaitent aussi gagner une place pour Marseille le 29 septembre, ça se passe au Moulin le 29 septembre. Et j'y rajoute aussi les dernières places là aussi pour le deuxième colloque des intellectuels musulmans qui se déroulera le 23 septembre à Paris, donc ce samedi, organisé par l'Académie française de la pensée islamique. Voilà le programme, à foi très sympathique, mon cher ami Ossine. Ouais, pas mal du tout. Ouais. Voilà, Abdallah Zekri que vous allez pouvoir interroger. On a plein de choses à lui dire, sans nul doute que voilà, c'est une des grandes gueules du CFCM. Il sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le show qui vous parle, le show qui également vous laisse vous exprimer en direct 16h, 18h, et interpeller également nos invités sur France Maghreb 2 avec Ossine Ras toujours avec nous. Ce mardi après-midi, nous recevons comme premier invité cet après-midi monsieur Abdallah Zekri, toujours président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM. Monsieur Zekri, bonsoir. Toujours, bonsoir, tant qu'il y a des combats menés, toujours à la tête. Bon, voilà. Alors c'est parfait parce qu'on a plusieurs choses à élaborer avec vous, à aborder avec vous.
Tout d'abord, cette information qui est assez récente, puisqu'on apprend que la FNOR, c'est l'association française de normalisation, entend mener une norme expérimentale sur le halal. Sauf que personne, en tout cas aucun acteur musulman n'a été convié sur cette expérimentation. Et de toute façon, les mosquées et le CFCM a d'ores et déjà répondu négativement à cette norme expérimentale. Pourquoi, Monsieur Zekri? Parce que d'abord, on n'a pas été consulté, premièrement. Deuxièmement, cette histoire avec la FNOR, elle ne date pas d'aujourd'hui. La FNOR a déjà, en 2015, a voulu s'associer avec le CFCM pour naturellement travailler ensemble. Mais nous avons constaté qu'il s'agissait plutôt d'une manœuvre d'ingérence de la FNOR plutôt que la définition du halal, qui naturellement, cette définition du halal, elle est de ressort exclusif des instances religieuses musulmanes et non pas de la FNOR, qui est l'Association française de normalisation, qui est d'ailleurs placée sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie. Donc, la FNOR a fait une déclaration que nous condamnons, et que si elle persiste, elle signe dans ces déclarations, on pourrait aller même jusqu'à des actions en justice. Très bien. Donc ça, c'est pas question pour le CFCM, ni d'ailleurs, je crois, la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, pardon, qui a répondu négativement. Comment expliquer qu'on peut considérer que c'est la reine de la charcuterie du porc en France s'intéresse au halal? C'est un marché juteux finalement, Monsieur Zekri? Écoutez, ça a toujours été un marché juteux, ça a toujours été un marché qui rapporte, ça a toujours été un marché qui était naturellement juteux, comme vous dites, mais parce que, je vais encore le dire clairement, encore une autre fois, parce que les musulmans n'ont pas été capables de se mettre d'accord, n'ont pas été capables de s'unir pour mener le même combat, parce qu'on ne peut pas accepter l'étourdissement, on ne peut pas accepter naturellement l'extranarcose, et partant de là, pourquoi la FNOR s'intéresse uniquement aux musulmans, pourquoi elle ne s'intéresse pas à nos cousins les juifs, qui eux, naturellement, également, ils ont des règles concernant l'abattage. Alors ça, nous condamnons les décisions de la FNOR, qui sont des décisions unilatérales, sans concertation, avec le culte musulman. Voilà. Donc, par conséquent, nous n'acceptons pas du tout leur dictat. Je vous renvoie d'ailleurs vers un excellent article écrit par le Muslim Post, justement, qui fait référence à ce que vous venez de dire, Monsieur Zekri. Pourquoi la FNOR ne s'intéresse pas au kasher? Si les auditeurs, évidemment, ont des questions à poser, Monsieur Zekri, profitez-en, 01 40 33 9000. Autre sujet, mon cher Monsieur Zekri, c'est ce fameux rapport sorti au mois de mars dernier sur l'islamophobie à l'échelle européenne, et on peut y voir à la lecture de ce rapport que finalement le racisme anti-musulman s'est quelque peu normalisé. C'est un rapport qui a été établi par des chercheurs de 27 pays. Est-ce que finalement rien d'étonnant, Monsieur Zekri, non? Non, rien d'étonnant, parce qu'on est en train de banaliser un petit peu les actes anti-musulmans. Bon, je comprends bien, et je me mets à la place des gens qui ont perdu de la famille. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a beaucoup de Français de confession musulmane qui ont également payé de leur vie les actes terroristes. Donc, ce n'est pas un monopole. Le terrorisme est aveugle. Daesh, qu'on appelle un État islamique, d'ailleurs que les pays européens l'ont mis au rang d'un État islamique. Il ne peut pas y avoir un État terroriste, parce qu'un État terroriste, il peut se combattre. Ce sont des criminels, des individus qui ont tué, qui ont ni foi ni loi, qui certes ont utilisé l'islam, mais il faut pas faire l'amalgame entre islam et terrorisme, et nous condamnons cela. Donc, les actes, naturellement, anti-musulmans se sont banalisés, et tous les pays d'Europe victimes de ce terrorisme avec, naturellement, je dis pas les chefs d'État ou autres, mais toutes les grandes associations et tout, se sont naturellement mises d'accord pour essayer de banaliser cette montée de l'islamophobie. Et souvenez-vous, en 2015, quand il y a eu l'attaque contre Charlie Hebdo, les actes anti-musulmans ont augmenté de 1172% entre le mois de janvier 2015 et 2014. Donc, c'est quand même une crainte. Et là, malheureusement, il y a également la justice qui est un petit peu laxiste, quand il s'agit d'actes anti-musulmans, elle est laxiste, et tant que la justice n'est pas forte et tant que ces gens-là ne sont pas condamnés, je vous donne un exemple, un jeune qui a dit Allah Akbar, il faut tuer les mécréants, qui n'était pas dans sa tête normale, il a écopé de 2 ans de prison, et quelqu'un qui appelle sur les sites, sur les réseaux sociaux, à tuer tous les musulmans de France, à les massacrer et tout, il a menacé une femme de mort musulmane, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Donc ces condamnations de 2 poids et 2 mesures ne sont pas du tout, ces condamnations ne sont pas faites pour naturellement
calmer ces actes islamophobes parce que il y a une justice laxiste ici en France. Abdallah Zekri, notre invité sur France Maghreb 2 dans le LGF. Si vous avez des questions, 01 40 33 9000. Aussi, Abdallah Zekri, je te laisse, la parole, je t'en prie. Bonjour Monsieur Zekri. Moi, je voulais vous poser une question. En France, est-ce que vous trouvez pas que, justement, dans notre communauté ou dans les associations qui sont censées défendre nos cultes ou nos communautés, peu importe nos différences, on ne fait pas assez de travail sur la sensibilisation envers autrui? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher monsieur, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les sensibilisations, dans les mosquées, par rapport surtout... Mais en fait, je vous parle pas dans les mosquées, je vous parle justement à l'extérieur. Moi, je vois pas... J'arrive, monsieur, je vous en prie. Il y a eu un travail. Le travail qui a été fait dans les mosquées, il a été fait suite aux décisions qui ont été prises par le CFCM et les appels aux mosquées pour essayer de relayer. Vous savez, le CFCM, son relais, ce sont les mosquées, et particulièrement les jours de vendredi, lorsqu'il y a naturellement le prêche du vendredi. On fait passer des messages. Nous n'allons pas sortir dans la rue, nous, avec des micros pour faire passer. Mais il est vrai, il y a eu des documents qui ont été écrits pour faire... il faut aller plus loin, je suis d'accord avec vous, mais je pense à mon âme et conscience qu'il y a un travail qui a été fait quand même, mais peut-être qu'il n'est pas suffisant, je vous l'accorde, mais il faut avancer. Par exemple, moi, pour aller plus concrètement dans ma question, en fait, je vise pas spécialement le CFCM. Je comprends que chaque association a un rôle. Là, par exemple, vous prouvez que vous le faites assez bien en diffusant à travers les mosquées. Moi, je me rappelle au lendemain des attentats, les journées portes ouvertes dans les mosquées qui ont bien marché, qui ont super bien marché, qui ont eu des retours super positifs sur la communauté qui est en dehors de la communauté musulmane. Moi, je parlais plus, par exemple, comme aujourd'hui, s'il y a quand il y a du racisme, on voit des campagnes d'affichage, de communication, de personnes invitées sur des plateaux pour traiter des cas. Nous, dans nos communautés, on voit rarement ça. On voit rarement un travail qui est fait sur ce côté-là, c'est-à-dire un affichage global. Quand on va afficher ou communiquer, on va communiquer envers la communauté. C'est ça qui est triste. Nous, notre communauté, ok, on fait un travail déjà à l'intérieur. Je pense que tout le monde essaie de mettre sa part à l'édifice pour aider. Maintenant, il n'y a pas que les actes qui sont plaintés, puisque on connaît les taux d'islamophobie en France ou en Europe par rapport aux plaintes déposées. Mais il y en a beaucoup qui ne déposent pas plainte. Déjà d'une, et de deux, il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas plaignables. Par exemple, quand je monte dans le métro le lendemain des attentats, moi-même avec ma petite barbe et mon teint mat, oui, je suis regardé, les personnes veulent pas s'asseoir à côté de moi. Est-ce que c'est pas un acte de racisme ou aussi de xénophobie d'une certaine manière? Ensuite, dernière question, en fait, on sait tous que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages qui appellent à la haine envers les musulmans. Je suis d'accord avec vous. Par exemple. Et de groupes identitaires ou même parfois sur des profils de militaires, j'en parlais la dernière fois sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il suffit de mener une petite enquête pour tous les remonter. Mais aujourd'hui, nous, dans notre communauté ou dans la défense de notre communauté, est-ce que ce travail il est fait pour justement quantifier tous ces messages, repérer tous ces profils sur tous les réseaux sociaux, etc. Parce que je m'y connais pas trop sur le sujet. Monsieur Zekri. Votre intervention, elle pose trois problèmes. D'abord, un problème concernant les médias et les messages qu'on passe. Vous savez, chaque fois qu'il y a des actes, il y a des communiqués qui sont transmis à l'AFP. Qui dit l'AFP parce qu'elle transmet à tous les journaux. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Deuxièmement, lorsqu'on peut s'exprimer sur une télévision, on souhaite, il est vrai, nous exprimer, mais très souvent, on fait appel à des arabes des services, à des imams autoproclamés qui disent ce que veulent entendre les autorités et ils tapent la brosse, ils caressent dans le sens du poil. Donc il serait souhaitable, et nous l'avons dit au CSA, il serait souhaitable que lorsqu'il y a des problèmes importants, qu'on appelle des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont des messages à passer et qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux et n'ont pas des arabes de service qui sont là pour la lèche. Bien sûr. Excusez-moi, auprès des auditeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va de soi que sur les réseaux sociaux, les groupes identitaires ont mené des batailles. Nous avons en Suisse ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous portons plainte, comme vous dites. Il va de soi que lorsque je fais un bilan, moi, tous les trimestres concernant les actes et les plaintes déposées, les actions anti-musulmanes que nous, naturellement, dénonçons, très souvent, le bilan que je fais, il est au-dessous de la réalité. Pourquoi? Parce que moi, je prends en compte ce qui a été déposé dans les commissariats, les gendarmeries et le parquet, mais il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte, et je vous cite un cas. Il y a 2 ans, j'ai déposé 19 plaintes au commissariat du 15e arrondissement pour menaces, insultes, menaces de mort, etc. Les 19 plaintes sont revenues par le parquet classées sans suite parce qu'on n'a pas trouvé les auteurs. Par contre, on peut trouver celui qui avait volé le scooter de Nicolas Sarkozy. On est allé jusqu'à l'ADN. Donc, par conséquent, c'est cela que je dénonce avec force et je condamne avec force.
Alors, retour sur le rapport auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est sorti au mois de mars, qui a été présenté d'ailleurs vendredi dernier à Varsovie. On y voit d'ailleurs que sur 10 000 personnes de 10 pays européens, à propos de l'immigration des personnes venant de pays musulmans, celui-ci a révélé que la majorité des Européens approuvent l'affirmation suivante. Eh bien, trop d'immigration à majorité musulmane doit cesser, allant jusqu'à 71%, écoutez bien, pour la Pologne, Oui. et 61% pour la France, ou encore 53% pour l'Allemagne. Il y a encore beaucoup de travail, monsieur Zekri, hein. Il y a beaucoup de travail. La seule chose qu'ils ignorent en France, il n'y a plus d'immigration parce qu'on ne donne pas les visas. Il y a une immigration familiale, ce qui est tout à fait normal. Lorsque des gens se marient, ça tourne à peu près, le ministère de l'Intérieur parle de 10 000 par an. On est loin des chiffres de 70 000, 80 000 immigrés. Et puis, bon, la France parle d'immigrés. Il ne faut pas qu'elle oublie aussi, elle a ses propres immigrés qui actuellement ont des problèmes en Angleterre suite au Brexit. Donc, par conséquent, l'immigration musulmane, comme ils disent, elle a fondu. Elle a fondu parce que les gens, maintenant, c'est uniquement dans le cadre regroupement familial, mais on ne fait pas venir des immigrés pour travailler dans le bâtiment. Et d'autant plus, lorsqu'on fait venir des immigrés, c'est l'État qui leur donne des visas. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui descendent comme ça du ciel, et avec le bagage, et aller dans une entreprise. Donc, à ce moment-là, c'est à prendre la responsabilité. On ne peut pas donner des visas et par la suite se plaindre de dire qu'il y a trop d'immigrés. Donc, il s'agit de savoir ce qu'ils veulent. Et naturellement, il faudrait tenir des propos. On a vu la campagne électorale nauséabonde où tout a été sur l'immigration. Et malheureusement, tous qui sont allés dans ce domaine-là, ils ont tous échoué dans les primaires. Donc, par conséquent, il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'on ne donne pas des chiffres bidons comme on est en train de donner actuellement. Alors, monsieur Zekri, on s'aperçoit, mais ça c'est forcément, on peut s'y attendre, les principales victimes dans ces actes islamophobes sont les femmes en premier lieu. Oui, à un moment donné, il y a 2-3 ans, il y a des femmes qui ont été agressées qui portent le voile, et je dis bien pas le voile intégral, c'est pas le niqab, dont le visage est découvert conformément à la loi, ouais, qui a été, frappée. Il y a eu même une femme qui a été frappée dans un jardin public à Paris, qui était enceinte, qui a même perdu son enfant, à l'indifférence totale des gens qui étaient là, des lâches, ce que j'appelle la lâcheté, des lâches qui étaient là, parce que je pense que si une Française se fait frapper dans un pays musulman, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, les citoyens de ce pays, naturellement, prendraient tout de suite sa défense et faire en sorte que l'agression cesse. Malheureusement, on a été confrontés à un moment donné à cela, parce que les hommes politiques, et ça, c'est venu par les hommes politiques qui ont dénoncé à tout à la fois le burkini, le voile intégral, qui ont tout mélangé, et ça a incité, naturellement, la parole s'est libérée. Et partant de là, qu'est-ce que vous voulez, le monsieur qui a intervenu, qui m'a dit il porte la barbe, et quand il monte dans un bus, on le regarde de travers, c'est des informations qui nous montrent par des femmes qui portent le voile, la barbe. Ce que j'appelle, moi, le regard de l'autre a changé. Le regard de l'autre a changé. Vous rentrez un jeune dans le bus avec un sac, tout de suite on regarde s'il n'a pas une bombe dedans, s'il n'a pas un gilet pour faire déclencher des explosifs. Donc le regard de l'autre a changé, le regard de l'autre est méfiant. Bon, il faudrait pas que le regard se transforme par la suite par agression. Dernier point à aborder avec vous, monsieur Zekri, ça tombe bien que vous ayez accepté de répondre à nos questions aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. C'est à propos d'une affaire interne au CFCM. En cause, le nouveau président du CFCM, monsieur Ahmed Ograt, qui a pris ses fonctions au mois de juillet dernier. Et a priori, il y a un certain problème suite à une rencontre avec Nicolas Sarkozy qu'il a eu. Alors, c'est pas le premier président à rencontrer un ex-président ou un président actuel, monsieur Zekri. Pourquoi focaliser sur cette rencontre? Et il semblerait quand même qu'il y ait une vendetta contre ce nouveau président parce qu'il est turc. Non, il n'y a pas de vendetta, et je tiens à rectifier, M. Ograt n'a pas été reçu par Sarkozy, parce que s'il avait été reçu par Sarkozy, il ne serait plus à la tête du CFCM. Je vous le dis tout de suite. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que M. Sarkozy a pris contact pour rencontrer le bureau du CFCM, et par la suite, il prend contact pour rencontrer M. Ograt en tête-à-tête. Vous savez qu'au CFCM, il y a une direction collégiale. Et lorsqu'il y a des rencontres d'hommes politiques ou des actions à mener, il faut qu'il y ait concertation au bureau pour pouvoir donner une réponse. J'ai considéré, et que j'étais suivi par la quasi-totalité, que M. Sarkozy, d'abord il n'est plus président de la République, parce qu'il n'est plus président d'un parti. M. Sarkozy a mené une campagne nauséabonde concernant l'islam, les musulmans, etc., dans les primaires de son parti. Il a échoué malgré cela, il n'a pas réussi.
lorsqu'il a rencontré des responsables musulmans avant l'arrivée d'Ogra, il a dit lui-même, à la mosquée de Paris, pour être bien précis, il a dit, méfiez-vous des Turcs. Pourquoi veut-il recevoir Ogra en tête-à-tête? Pour lui dire, méfie-toi des Arabes? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter? Et pourquoi il veut nous rencontrer? Je ne rencontre pas un tel individu. Et s'il vient, on nous a posé la question, et s'il veut venir au CFCM, à ce moment-là, si vous voulez pas aller chez lui, s'il vient au CFCM, je dis, bon, il n'y a pas de problème, il vient au CFCM, je l'accueille, non pas au bureau, mais à l'entrée du CFCM, avec une pancarte, 4 fois pauvre con, les pognos ne veulent pas de vous. Voilà. Donc c'est une erreur de la part du nouveau président du CFCM d'avoir eu un entretien avec Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous lui reprochez? Non, il n'a pas, bien sûr, il n'a pas à prendre contact ni avec Sarkozy, ni avec d'autres sans concertation. Il y a une direction collégiale, je suis désolé. Quand il y avait Anouar Kbibech ou quand il y avait Moussaoui ou Dalil Boubacar, quand il y avait des hommes politiques importants qui voulaient rencontrer, c'était inscrit à l'ordre du jour du CFCM pour dire, voilà, un monsieur a appelé, qu'est-ce que vous pensez? Et donc, ça aurait été inscrit à l'ordre du jour, on aurait dit, oui, d'accord, on prend acte, mais on ne veut pas recevoir ce monsieur. Moi, je suis à 100% d'accord. Mais personnellement, concernant Ogra en tant qu'homme, en tant que personne, je n'ai rien contre lui. Il est vrai que j'avais fait des déclarations qui étaient plus fracassantes par rapport à Sarkozy, en parlant que je bénéficie quand même que moi, je n'étais pas sous les ordres d'Erdogan et de la Turquie. Je suis musulman de France. Et ça s'arrête là. Donc, par conséquent, déjà au départ, j'ai annoncé la couleur. Il a dit que non, il allait travailler dans le cadre en tant que musulman de France. On a dit OK. Mais s'il veut prendre des initiatives qui déshonore l'islam ou les musulmans, je ne serai pas d'accord avec lui, ni avec d'autres. Vous êtes à l'initiative d'une lettre, donc, que vous avez envoyée, pour dénoncer cette affaire. Selon vous, quelle doit en être la conséquence? Écoutez, j'ai envoyé à la direction collégiale, d'abord, en premier temps, pour dire les raisons pour lesquelles j'étais pas d'accord avec la rencontre Sarkozy. Un, son discours, sur l'identitaire, sur l'islam, sur la burqa, sur le voile intégral, sur les musulmans, sur les prières des rues, sur le burkini, etc. Que je ne peux pas accepter quelqu'un qui a été à notre égard pire que le Front National pendant la période électorale. Vous êtes journaliste, j'espère que vous avez suivi cela quand même. Bien sûr, évidemment. Écoutez ces discours. Donc, comment voulez-vous que je rencontre moi un individu qui m'insulte, qui insulte ma religion? J'en ai rien à foutre de lui, même s'il a été président de la République. Des gens comme ça, je dois les combattre. J'ai 77 ans, je ne baisse pas les bras et je les condamne. Et ceux qui veulent se mettre à leur côté pour les défendre, je les combattrai aussi, qu'ils soient président de CFCM ou président de je ne sais pas de quoi. Est-ce qu'il doit démissionner, M. Zekri, M. Ograt? Non, il n'a pas rencontré. Non, il n'a pas rencontré Sarkozy. S'il a rencontré Sarkozy, à ce moment-là, le CIA doit prendre ses responsabilités, c'est parce que le CIA est souverain. Très bien. Donc, affaire close alors. Il n'a pas rencontré. Donc, par conséquent, voilà. Donc, dans la mesure où il n'a pas rencontré, s'il le rencontre, à ce moment-là, vous savez, quand on s'assoit avec le diable, il faut avoir une longue cuillère et en bois. Monsieur Zekri, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de mai dernier, nous avons un nouveau président qui est parti visiblement parler au CFCM. Qu'attendez-vous justement de ce nouveau président, Monsieur Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que le dialogue va pouvoir enfin être de rigueur et qu'il va y avoir un travail constructif pour que les musulmans de France se sentent chez eux? Le président Macron, président candidat, nous l'avons rencontré, nous avons écrit à tous les candidats à la présidence suprême, sauf à Marine Le Pen, on a écrit. On a demandé à les rencontrer, sauf à Marine Le Pen, pas de rencontre, mais uniquement un courrier. Macron nous a reçus en tant que candidat, on s'est expliqué avec lui, nous lui avons demandé quelle est sa vie sur l'islam, son organisation, etc. Est-ce qu'il va y avoir ingérence? Est-ce que ça va continuer comme le passé? Il dit non. On lui a demandé quelle sera sa politique. Il dit qu'il respecte, c'est une religion, etc. Il a pris l'engagement de recevoir non plus comme se faisaient ses prédécesseurs, les musulmans à part, les juifs à part, mais de faire des rencontres à l'Élysée autour de lui avec les différents responsables de différents cultes pour échanger ensemble. Je lui ai répondu que c'était une bonne initiative pour le vivre ensemble avec des collègues. Et quand il a été le président de la République, il est venu donc à l'iftar du CFCM, nous l'avons invité. Oui. Il a répondu favorablement, contrairement aux autres, il a répondu favorablement, il est venu au dîner. C'est une première. Et on a pu échanger avec, franchement, en toute sincérité. On a été même surpris. Il est resté jusqu'à minuit et demi. On était même gênés. On lui a demandé s'il voulait partir. Bon. Et en plus, ce jour-là, le Premier ministre de l'Intérieur avait des gens qui l'attendaient au ministère parce que c'était le jour de son anniversaire. Ils sont restés jusqu'à minuit et demi. On a échangé en toute franchise, en toute honnêteté, en toute clarté, et on s'est dit les quatre vérités. Et voilà. Et nous attendons donc cette rencontre pour également
clarifier les choses, mais il nous a très bien dit qu'il a un très grand respect pour l'islam et pour les musulmans, et que nous sommes citoyens français et nous devons, la France doit naturellement protéger tous ses citoyens et tous ses enfants. Donc pour le moment, les rapports sont excellents. Il est vrai que ces équipes encore, elles sont pas bien fonctionnelles par rapport aux autres, mais nous espérons, au-delà de Macron, également avoir des échanges avec ces équipes. Eh bien, c'est sur cet optimisme que l'on peut partager avec vous, mon cher monsieur Abdallah Zekri, que je vous remercie d'avoir en tout cas répondu à nos questions avec toujours autant de franchise, et c'est ce qui vous caractérise. Merci beaucoup, monsieur Zekri. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À très bientôt. Ah oui, il est excellent, monsieur Zekri. Il est bon. Ah oui, j'aime beaucoup, en tout cas, parce que voilà. C'est du vrai, quoi. Voilà. Ouais. Après, qu'on soit d'accord avec, ou pas d'accord avec lui, mais au moins il a cette capacité de parler vrai, parler franchement, tu vois. Quand il a un truc à dire, il ne passe pas par quatre chemins, lui, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, monsieur Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, qui a fait le point donc sur ce rapport qui a été présenté à Varsovie la semaine dernière, qui est sorti au mois de mars, sur l'islamophobie en Europe, et un terme, j'ai oublié de lui dire, mais un terme qui n'est toujours pas défini officiellement, l'islamophobie. C'est un terme qu'on emploie comme ça, mais qui n'est pas défini officiellement. Et puis on a fait le point avec eux évidemment sur les affaires du CFCM, donc vous l'avez compris, affaire close pour l'heure. Et puis bien entendu sur l'AFNOR, donc qui entend expérimenter une norme halal, sauf que les acteurs musulmans sont pas du tout d'accord. Voilà, dans un instant on va changer littéralement de sujet avant de recevoir Elsa Lefort, qui est, vous le savez, l'épouse de Salah Hamouri, pour qui les choses se compliquent, puisqu'après avoir parlé de reliquat de peine, eh bien voici une peine de 6 mois qui a été prononcée pour Salah Hamouri, sans qu'il ne puisse avoir de contact avec son épouse, qui a été expulsée de Jérusalem. Et d'ailleurs, elle me disait ce matin que Salah Hamouri ne peut même pas lui envoyer une lettre, puisqu'il n'a pas le droit d'envoyer une lettre à un étranger, enfin à l'étranger. Elle a simplement des nouvelles par ses avocats. C'est terrible, quand même. Elsa Lefort qui sera avec nous dans un instant pour faire le point donc sur l'affaire Salah Hamouri. Salah Hamouri, étrangement, résonne un petit peu bizarrement en France, pour ne pas dire personne n'en parle et personne n'agit. Il y a un déni. Ouais. Alors que je vous apprends rien, le week-end dernier on a appris, et avec joie, la libération de Loubureau, le journaliste de Turquie. On a envoyé un ministre là-bas, le ministre des Affaires étrangères. Pour Salah Hamouri, on attend toujours. On y revient dans un instant, après le zapping bien sûr, en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF. On parle vrai ici, vous l'avez compris. 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 avec Ossinas qui est avec nous bien sûr pour que je vous raconte une petite histoire, ou deux petites histoires même avant d'accueillir Elsa Lefort. Vous savez qu'en ce moment les grands de ce monde sont à New York, à l'ONU, Ossine. Il y a Donald Trump qui s'exprime d'ailleurs en ce moment même. Et il y a eu il y a quelques minutes cette déclaration fracassante à propos de la Corée du Nord. Il menace clairement de détruire complètement la Corée du Nord si toutefois la Corée du Nord persiste à menacer les États-Unis. Voilà. Emmanuel Macron d'ailleurs qui prendra la parole tout à l'heure à 18h. Et puis alors une petite histoire qui a absolument rien à voir, c'est de foot dont il s'agit, et on voit que au PSG il y a un problème d'ego. Puisque vous le savez, le PSG a recruté donc Neymar pour la somme de 222 millions d'euros. Et il semblerait qu'il y ait eu un petit problème lors du match entre Paris et Lyon ce dimanche à propos d'un penalty. L'attaquant Edinson Cavani, l'Uruguayen, entend tirer évidemment à chaque fois les penaltys, sauf que Neymar veut les tirer lui, parce que l'objectif de Neymar c'est d'avoir le plus de buts marqués, de gagner des titres, etc. Du coup, il y a une petite chamaillerie comme ça sur le terrain, et puis ça s'est apparemment continué dans les vestiaires. Cavani qui est venu voir Neymar, et donc Neymar qui est un peu chambré, ça a failli en venir aux mains. Le capitaine du PSG a dû les séparer, et du coup apparemment le PSG a trouvé la faille pour régler le problème. Eh bien ils vont doubler les primes. Parce que vous savez qu'il y a une prime quand vous marquez un but, hein. Ouais. Et bien maintenant, si c'est Cavani qui marque un but, eh bien Neymar touchera la prime, et si c'est Neymar qui marque un but, Cavani touchera la prime. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Voilà, encore une question d'argent. C'est sûr là, c'est sûr. Après, ça. A priori, information RMC. Ah, ce serait cool. Voilà. Donc, cool, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, une histoire d'ego à cause de penalty. Ce serait cool pour l'exemple, ça que je dis. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, voilà, vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec le zapping dans un instant. Vos appels au 01 40 33 9000, vous savez, vous avez la possibilité d'intervenir et surtout de poser vos questions à tout simplement nos invités. Et notre deuxième invitée, elle s'appelle Elsa Lefort. Elle est épouse de Salah Hamouri. Bonsoir Elsa.
Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. On vous a reçu il y a, je crois, de mémoire 15 jours maintenant, pour parler évidemment de Salah Hamouri, qui, vous le savez, est arrêté au mois d'août, c'est ça, si je ne dis pas bêtise. Oui, le 23 août, oui. Ce franco-palestinien qui a été donc arrêté. On avait ensuite parlé d'un reliquat de peine qui lui restait à faire, et puis là on a appris, parce qu'il y a à chaque fois des changements, qu'il était finalement condamné à 6 mois. Je vous pose pas la question, mais je vous la pose quand même. Quelles sont les raisons ? Eh bien maintenant, il n'y a plus de raison du coup, parce qu'en fait, il est condamné à 6 mois en détention administrative. Donc c'est un système qui permet d'incarcérer les Palestiniens et les Palestiniennes sans charge. Donc là, il n'y a plus du tout de raison. D'accord, donc là on est passé de 3 mois qui lui restait à faire à 6 mois. C'est ça. D'accord. Et 6 mois en détention administrative, donc sans charge, sans jugement. Ni Salah ni ses avocats n'ont accès au dossier. Et en fait, à la fin de la peine, au bout de 6 mois, les autorités peuvent renouveler la peine sans avoir à prouver une quelconque culpabilité, parce que voilà, du coup, il n'y a pas de charge, mais voilà. C'est quelque chose qui, en fait, il y a des personnes qui sont en détention administrative depuis des années, sans savoir pourquoi ils sont en prison. L'injustice est bel et bien prouvée dans cette affaire Salah Hamouri. Vous le disiez d'ailleurs très justement, Elsa. Salah n'est pas l'unique dans ce cas-là. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous pose question, c'est que c'est un franco-palestinien et que la France, je le disais tout à l'heure, a envoyé la semaine dernière en Turquie le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian, pour aller négocier la libération de Monsieur Loubourou, qui est un journaliste qui était en prison là-bas en Turquie. Il l'a obtenu, il est rentré en France. Pourquoi, Elsa Lefort, la France ne s'intéresse pas au cas de votre mari ? Quel est le problème ? Faudrait leur poser la question. Moi, j'ai une petite idée, mais c'est vrai qu'on voit un deux poids deux mesures entre ces deux situations qui arrivent au même moment, de deux personnes dont les faits initiaux sont à peu près, qu'on leur reproche à peu près la même chose, c'est-à-dire appartenance à des organisations ennemies et ou terroristes. Donc les faits reprochés sont les mêmes à peu près, on va dire, mais d'un côté la France se donne des réels moyens pour sortir notre concitoyen de prison, et c'est très bien, on s'en félicite, c'est vraiment fabuleux pour lui, pour ses proches, enfin voilà. On imagine bien leur bonheur, mais en ce qui concerne le second Français incarcéré donc en Israël, je pense que le problème c'est sûrement le lieu de son incarcération et les enjeux diplomatiques qu'il y a à chagriner Israël. Donc voilà, les Français sont en Turquie et apparemment c'est un peu plus dur de contrarier les autorités israéliennes. Elsa, vous avez des nouvelles de votre mari par les avocats, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il n'a pas le droit d'envoyer une lettre à l'étranger. Oui, en effet, oui. Il ne peut pas téléphoner et il n'a pas le droit il peut écrire qu'en Palestine. Qu'en Palestine. Quelles sont ses conditions d'incarcération ? Alors actuellement, il est dans la prison qui est dans le désert du Negev. Avec, il y a 1600 autres prisonniers dans cette prison avec lui. Dans toute la Palestine, il y en a plus de 6000. Voilà, donc c'est des conditions de privation de liberté. C'est vrai qu'il a témoigné de ces conditions de détention quand il était venu en France entre 2011 et 2017. Voilà, c'est des conditions sommaires de détention. Après, fort heureusement pour le moral, il y a une grande solidarité entre les prisonniers politiques palestiniens. Donc voilà, il a toujours le moral et toujours le sourire. Et voilà. On rappelle que vous avez été expulsé, vous, de Jérusalem. Vous étiez installé avec votre mari là-bas, vous avez été expulsé, donc pas le droit d'y revenir, et donc pas le droit par conséquence d'aller visiter votre mari, ni de rentrer en contact avec lui. Que vous disent les avocats de Salah Hamouri aujourd'hui? Quels sont un petit peu peut-être un minime espoir de sortie de crise pour Salah Hamouri, de sortie de cette situation dramatique?
Le seul espoir pourrait venir des autorités françaises, puisque du coup, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plus de 450 prisonniers politiques palestiniens qui sont sous le régime de la détention administrative. Et la plupart, c'est très rare que cette détention ne soit pas renouvelée au bout de 6 mois. Donc voilà, la plupart d'entre eux ont 1 an et demi, voire plus. Voilà, donc c'est vraiment un système qui permet de mettre une pression, une vraie pression psychologique sur les détenus, parce que du coup vous n'êtes même pas sûr de la fin de votre peine. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'optimisme par rapport à cette détention. C'est vraiment quand les autorités israéliennes veulent maintenir quelqu'un parce que ils veulent le décourager d'être un militant, voilà, c'est un moyen assez simple pour eux d'essayer au moins de le priver de liberté, de l'arrêter un peu dans ses activités. Alors mon mari il a obtenu son diplôme d'avocat 3 jours avant de se faire arrêter, et il travaillait dans une ONG qui défend les prisonniers politiques palestiniens et les droits de l'homme. Donc maintenant qu'il était devenu avocat, il aurait eu encore plus de poids dans cette ONG, il aurait eu encore plus de poids pour défendre les prisonniers politiques. Donc oui, c'est sûr que j'imagine que les autorités avaient tout intérêt à arrêter un peu cette progression pour pas que, voilà, quand ils devenaient un petit peu plus puissants en matière de défense des droits de l'homme, ils l'ont arrêté. Alors, Elsa Lecor, invitée du Grand Forum sur France Maghreb 2, épouse de Salah Hamouri, en prison donc depuis le mois d'août en Israël, et qui a été donc condamnée sans aucune raison, vous l'avez compris, valable, même aucune raison d'ailleurs, à 6 mois. Oui. Et Elsa nous dit donc c'est pas rare que au bout de 6 mois on renouvelle la peine, donc ça peut durer comme ça à vitam aeternam. Mais on va saluer quand même l'intervention de monsieur Patrick Le Yarrick, je suppose que vous êtes au courant, Elsa, au Parlement européen, qui a parlé de votre mari et qui a demandé à ce que il y ait un cri général dans les médias, liberté pour Salah Hamouri. Oui, Patrick Le Yarrick a fait ça au Parlement européen. Plusieurs députés et sénateurs et sénatrices, ainsi que des élus locaux ont aussi écrit soit à Emmanuel Macron, soit à Le Drian pour exiger aussi la libération de Salah. Pour le moment, malheureusement, c'est toujours, ça reste lettre morte, mais les médias commencent un peu à s'intéresser. Pas assez à notre goût et pas assez comparé au traitement médiatique dont a bénéficié le bureau, mais voilà, c'est sûrement avec le temps peut-être que les médias seront moins timides et se diront qu'en effet il y a une injustice qui touche à nos concitoyens et qu'il faut la dénoncer. Elsa, qu'est-ce qu'on peut faire quand on écoute votre histoire, et c'est parmi de nombreuses histoires finalement que peuvent connaître les Palestiniens, vous le savez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour vous aider surtout votre mari à ce qu'il soit libéré au plus vite? Quels sont les moyens d'action? Eh bien, d'interpeller ces élus locaux, de leur demander qu'eux-mêmes interpellent les autorités françaises, de nous rejoindre. On a donc un comité de soutien qui a été créé. Donc voilà, des actions vont être menées, des rassemblements. On sera présent là sur la plupart des événements sociaux. Par exemple, jeudi, nous on sera en tout cas sur la manifestation parisienne. Après, peut-être que, j'imagine qu'en province, voilà, des rassemblements, il y en a qui se sont organisés, mais j'imagine que d'autres s'organiseront très rapidement. Donc voilà, de ne pas hésiter à prendre contact, à suivre la page Facebook Liberté pour Salah Hamouri, où du coup on tente de relayer au maximum les actions. On va la partager d'ailleurs sur la page Christophe Le Grand Forum, Liberté pour Salah Hamouri, pour que vous soyez donc au courant et au fait des différents événements qui vont s'organiser. Il faut que vraiment, Ossine, auditeurs, auditrices, que on puisse aujourd'hui dans les médias lancer un cri d'alerte, liberté pour Salah Hamouri. Ça suffit de rester silencieux, ça suffit de laisser cette affaire
j'allais dire au placard. Il y a donc ce monsieur qui est en prison sans aucune raison valable. Alors, Salah Hamouri est un exemple parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Sauf qu'à la différence près, c'est que Salah Hamouri est franco-palestinien. Et qu'à ce titre, la France a une responsabilité envers lui. Et donc, les autorités françaises se doivent, comme ils l'ont fait dans un passé pas si lointain, d'aller négocier et demander à son partenaire. On sait d'ailleurs qu'il y a un des secrétaires d'État, pour ne pas le nommer, Mounir Majoubi, qui est parti vanter les mérites de l'économie israélienne il y a peu. Monsieur Mounir Majoubi, vous en seriez sorti plus grand si vous aviez été parlé aussi de Salah Hamouri auprès des autorités israéliennes. On n'en peut plus de ce 2 poids 2 mesures. Ça commence à devenir beaucoup. Ça se voit maintenant. Leur silence les rend complices de toute façon. Le silence de... Oui, exactement, fait complice. Alors, Liberté pour Salah Hamouri, c'est la page Facebook Elsa. Et on va vous suivre de très près. Je pense, par exemple, il y a un événement le 23 octobre à Grigny, on aura l'occasion d'en reparler. Exact, ouais. Oui. Voilà, vous y serez. Donc je suppose que vous êtes de tous les combats et de tous ceux en tout cas qui militent avec vous à vos côtés pour demander la libération de Salah Hamouri. Et on espère au plus vite. Et l'invitation est relancée, Elsa, dans nos studios avec Salah Hamouri au plus vite. Oui, mais j'espère. Merci en tout cas. Voilà, merci parce que chaque petite pierre permettra sûrement de finir par payer. Par bâtir quelque chose. Par Évidemment. payer, oui, par payer aussi bien au niveau des autorités que voilà, et puis par payer pour obtenir sa liberté. Donc on lâchera rien tant qu'il sera pas libre. C'est sûr qu'on continuera de leur rappeler que oui, en effet, ils ont un devoir de protection de tous les citoyens français, y compris s'ils s'appellent Salah, et y compris s'ils sont en prison en Israël. Donc voilà, nous on est, en tout cas, ils nous trouveront toujours sur leur chemin pour leur rappeler que Salah doit être libéré et au plus vite. Votre petit garçon va bien, Elsa ? Ça va, merci beaucoup. Il doit évidemment être en manque de son papa, on imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon courage Elsa en tout cas. Bon courage et on reste de toute façon en contact et on va suivre ce dossier avec vous. On espère de bonnes nouvelles dans le futur proche. Merci beaucoup à vous et on reviendra avec Salah avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça sera un moment de joie. Une joie pas totale parce que évidemment des Salah Hamouri il y en a beaucoup en Palestine. Beaucoup trop. Merci beaucoup. Merci Elsa, à très bientôt et bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Quelle force cette dame, hein. Incroyable. Bah, il faut. Ouais. Elle est très forte en tout cas. J'espère en tout cas que là, une nouvelle fois, mesdames, messieurs, je le répète souvent, au risque de me répéter, mais là encore l'exemple est criant. Chacun et chacune a cette responsabilité aussi d'aller interpeller son député. Exactement. Vous envoyez votre courrier. Exactement. En demandant à votre député. Et je félicite aussi, tout comme d'habitude, à son habitude, le maire de Stein, Azdin Taibi. Oui. Qui a affiché sur le mur de la mairie sa solidarité envers Salah Mokrane et il a demandé justement sa libération. Et c'est pas donné à tout le monde en France et c'est bien. C'est bien. Comme elle a dit, chaque pierre va apporter évidemment un moyen de pression supplémentaire. Donc évidemment on interpelle son député. Si vous savez pas les coordonnées de votre député, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale. Exactement. Vous cherchez votre circonscription et là vous allez avoir toutes les coordonnées, aussi bien sur les réseaux sociaux. C'est toujours bien de le faire en public aussi, c'est bien. Sur Twitter, sur Facebook, lui envoyer un courrier, d'essayer de convaincre un maximum d'amis et de familles autour de vous pour le faire. Et c'est la pression qui finit toujours par payer. Si votre député, je le répète, va recevoir 30 lettres pour parler de Salah Hamouri, il va remonter l'affaire. Il va aller à la commission pour en parler, puis poser une question et interpeller directement le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ou le Premier ministre, M. Édouard Philippe. Donc, on a aussi ce devoir de pouvoir agir, parce que, au-delà de cette affaire personnelle d'Elsa Lefort et de son mari Salah Hamouri, ce sont évidemment des milliers de Palestiniens qui sont concernés, sauf que Salah Hamouri est français. Et qu'à ce titre, les autorités françaises ont une responsabilité et doivent faire comme ils l'ont fait, à juste titre d'ailleurs, pour les autres concitoyens qui ont été enfermés à tort dans des pays étrangers. Donc la France a une responsabilité envers Salah Hamouri. Liberté pour Salah Hamouri sur Facebook. On partage la page sur Christophe Le Grand Forum, mon cher aussi. Okay. Hein, ça marche. Oui. Et évidemment, on compte sur vous pour aller signer les nombreuses pétitions qui circulent et faire en sorte évidemment d'obtenir sa libération au plus vite et que dans cette émission, et aussi ne sera là ce jour-là,
on puisse recevoir Salah ici avec Elsa, son épouse. Ouais, Inch'Allah. Allez, on va passer maintenant au zapping, mon cher ami Yacine, auditrice, auditeur, avec vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000. Vous prenez la parole quand vous le souhaitez dans cette émission, bien sûr. C'est le show qui vous parle, le show qui vous écoute, avec l'émission On n'est pas couché, qui avait lieu samedi soir, que tu regardes peut-être de temps en temps, Yacine. De temps en temps, et ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, mais bon, oui. T'as peut-être bien fait, en tout cas, parce que Christine Angot, qui est la nouvelle chroniqueuse de Laurent Ruquier aux côtés d'Yann Moix, et elle est accusée sur les réseaux sociaux d'avoir rapporté d'avoir relayé de fausses informations à propos d'un ralliement de Dieudonné à Farida Amrani devant Alexis Corbière. C'était samedi soir. Écoutez avec quel mépris cette dame, qui a été condamnée d'ailleurs à plusieurs reprises pour diffamation, elle s'adresse à monsieur Alexis Corbière. Législative, votre candidate dans l'Essonne, qui s'appelle Farida Amrani, a accueilli pour le deuxième tour, sans rien dire, les voix de Dieudonné qui s'étaient désistées pour elle. Bon. Dieudonné qui alterne théâtre et politique, comme vous le savez, et donc ces voix, vous êtes au courant que c'est désisté pour elle, non, mais ça, et comme elle... Comment ça ? Comme elle n'a rien... J'ai été le premier... Non, attendez, je vais vous dire, Christine, j'ai été le premier à demander l'interdiction des spectacles de Dieudonné. Okay, j'ai rien à voir avec ce salopard antisémite. Alors, très rien bien. à voir. Donc, ni mes amis, d'accord. Alors, très bien. Donc, je ne sais pas ce qui a eu lieu, mais là, franchement... Mais, vous savez bien, alors, c'est très bien, c'est parfait que vous puissiez dire ça. Moi, je suis contente que vous puissiez dire ça. Et Dieudonné m'a régulièrement insulté, parce que j'ai été le premier à dire qu'on ne fait pas des spectacles antisémites. Alors, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Alors, moi, je suis contente que vous puissiez dire quelque chose. Il a fait 0 et quelques. Mais attendez, elle était dans une bagarre contre Valls. Il a fait 0 et quelques, mais écoutez, c'est une présence qui vient rejoindre les... C'est une présence qui vient se désister et qui vient renforcer les voix de la France insoumise. Et la France... Pardon ? Non, franchement... Vous êtes au courant de rien, alors ? Oui, non, mais vous dites... Franchement, la campagne qu'elle a menée, c'est une campagne contre Manuel Valls. Elle a rien fait avec lui. Mais vous devriez lire de temps en temps les médias généralistes. Alors, c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas trop compris, en fait. C'est qui, elle ? C'est Christine Angot, c'est une des chroniqueuses donc de Laurent Ruquier de l'émission On n'est pas couché. Donc France Télévisions. France Télévisions, absolument. Télévision service public. D'accord, ok, service public, payé avec nos impôts et nos redevances évidemment, télé. Ouais. 3 milliards par an, si je me trompe pas, pour le groupe France Télévisions. Donc à une heure de grande écoute avec une des émissions, c'est l'émission top de France 2 en plus. Donc t'as une chroniqueuse qui est pas compétente parce que ce n'est pas vrai du tout. Nous qui avons suivi la campagne de manière très proche sur le terrain là-bas, mais jamais aucun lien entre Dieudonné. Au contraire, au contraire, il y a aucun message de paix entre les deux, aucune discussion ni rien. Et on est prêt à le prouver. Je pense que Farida est prêt à le prouver. Mais ce qui est encore plus critiquable, c'est que Laurent Ruquier sur ce point-là, il se positionne pas. Au moment où elle dit ça, parce que quand un chroniqueur ou un journaliste sur une télévision publique, ou non d'ailleurs, dit des bêtises qui ne sont pas prouvées, dans ces cas-là on peut tout dire à la télé, je peux dire ce que je veux. Nous dans notre ville par exemple à Sarcelles, faut savoir que l'extrême droite s'est ralliée à François Pupponi de gauche pour se battre contre Sami Débat. Pourquoi ça choque personne? En tout cas, vous avez fait attention à ce qu'elle a dit. Dieudonné qui a jeté l'éponge pour rallier Farida Amrani. Alors, faut savoir que Dieudonné l'a jeté l'éponge parce qu'il avait aucune chance. Bah oui, et que là-bas, toute la ville était contre lui. Donc, il y a eu vraiment, il y avait aucune chance. Il a fait 0 et quelques, donc il a rien jeté du tout. Il a été éliminé tout simplement. Voilà, du deuxième tour, et en aucun cas, on peut le confirmer ici au CIN. Et il a eu de contact avec Farida Amrani. Et il a même pas appelé Farida Amrani à voter Farida Amrani. Donc c'est du grand n'importe quoi, du mensonge. Et en plus, elle le répète, vous devriez lire les journaux généralistes, ouais. C'est-à-dire, c'était par rapport à quoi qu'elle dit ça? Par rapport à cette affaire, par rapport à ses dires, parce qu'elle est persuadée d'avoir raison. Alors il y a aucun article à traiter. Il y a aucun article, effectivement. Mais même Dieudonné pendant la campagne, il était inexistant. Il y a aucun média qui en a. Très rarement. On s'est plus concentré sur le cas Amrani vs Valls. Ouais. Je comprends pas trop. Oui. En tout cas, voilà pour ce petit info. Et Alexis Corbière avait l'air un petit peu comme nous d'ailleurs, très surpris. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il avait du mal à réagir tellement c'était gros quoi même hein. Quoi qu'il en soit, je rappelle que cette dame a été condamnée à plusieurs reprises pour diffamation. Mais elle est chroniqueuse sur France 2. Oui, elle est chroniqueuse sur France 2. Elle a été repérée. Vous vous en souvenez d'elle qui avait dans l'émission politique, elle s'en était pris durement à François Fillon. Vous vous en souvenez ou pas? Ah mais attends, je vais essayer de la googliser pour voir sa tête. Oui, Christine Angot. Voilà. Christine Angot. Voilà, tu la googlises, voilà, comme ça tu vas voir sa tête et tu vas comprendre rapidement de qui il s'agit. Sinon, on va peut-être passer à autre chose. Tiens, on va parler d'un autre candidat qui avait dans cette circonscription, qui a gagné d'ailleurs, mais pour qui d'ailleurs il y a eu un recours de déposé, c'est Manuel Valls, qui était l'invité de Laurent Delahousse.
Et Laurent Delahousse, sur France 2, lui a posé la question suivante. Est-ce que vous êtes jaloux, monsieur Valls, de Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes envieux? La réponse de Manuel Valls de dimanche dernier. Écoutez. Est-ce que vous le jalousez? Est-ce que vous êtes jaloux de la réussite d'Emmanuel Macron? La rancœur, la jalousie, ça ne fait pas partie de mon caractère. Pas de jalousie? Non. Est-ce qu'il y a un complexe vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette réussite? Non, c'est vous qui l'avez poussé à rentrer au gouvernement, vous me le confirmez. J'aurais aimé être à sa place. Oui. Un petit complexe pour Manuel Valls aussi. Gros complexe. Un gros complexe. Ouais, ça se sent d'ici. Très gros. Bon, le zapping qui se poursuit dans un instant et vos appels, messieurs, dames. 01 40 33 9000. Et on n'oublie pas, le mot, c'est liberté pour Salah Hamouri. Ce franco-palestinien en prison, Inch'Allah, le plus vite possible. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Osinras en ce mardi. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, bien entendu. C'est votre show qui vous parle, le show qui vous écoute. 01 40 33 9000, le numéro magique pour arriver jusque nous. Numéro gratos, non surtaxé, bien sûr. Et on rappelle, bien sûr, pour ceux qui ont peut-être qui sortent du travail, là, nous étions avec Elsa Lefort il y a quelques instants pour parler du cas de Salah Hamouri, qui a été condamné à 6 mois, sans aucune raison valable, bien sûr. Elsa nous disait que pour la plupart de ces condamnés en Palestine, bien c'est souvent des peines qui sont renouvelées comme ça, vitam aeternam, sans que il y ait une raison valable d'invoquer. Et Salah Hamouri est franco-palestinien, rappelons-le, et qu'à ce titre, évidemment, il est demandé à la France, son pays, donc d'essayer d'obtenir, de négocier sa libération, ce que ne fait pas la France. En tout cas, s'en occupe pour l'instant pas. Et il y a un collectif, donc Liberté pour Salah Hamouri sur Facebook. On va vous partager tout ça d'ailleurs, et vous pouvez aller suivre un petit peu les différentes actions proposées par ce collectif et aider, bien sûr, parce que chacune et chacun d'entre vous peut aussi intervenir et aider à obtenir la libération de Salah Hamouri. N'hésitez pas à le faire, on vous invite cordialement à le faire d'ailleurs. Et puis nous étions aussi tout à l'heure avec la grande gueule du CFCM, monsieur Abdallah Zekri, qui était notre invité. Si vous voulez souhaiter réécouter ça, évidemment, bien vous pourrez écouter ça en podcast sur la page YouTube France Maghreb 2 et réécouter ce soir dans le cadre de la rediffusion du Grand Forum à minuit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à minuit, c'est pour la plupart qui travaillent la nuit et écoutent le Grand Forum, donc on les salue. Voilà, peut-être qu'ils nous écouteront, je sais pas, aux alentours d'1h du matin. Bon, voilà, il est que pour l'instant, évidemment, 17h28 sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec la suite de ce zapping, et dans quelques minutes aussi, on va jouer ensemble au quiz du LGF pour gagner des dernières places pour le concert de Hakim, la star de la chanson égyptienne, qui sera à l'Olympia ce samedi 23 septembre. Belle salle en plus. Et à Marseille, vous qui êtes à Marseille, vous avez envie d'aller voir Hakim, bien vous pourrez jouer aussi. Vous, ça sera pour le 29 septembre au Moulin, vendredi 29 septembre. Voilà. Et puis également j'y rajoute aussi les dernières places, parce que vraiment c'est pour le coup les dernières des places pour aller assister à ce colloque qui se déroulera samedi à Paris. La deuxième rencontre des intellectuels musulmans, d'imminentes personnalités qui seront de la partie, organisée par l'Académie française de la pensée islamique. C'est toute la journée de samedi, avec de nombreuses tables rondes, de nombreuses rencontres, petit déjeuner, pause café. Le prix de l'entrée c'est 35 €, c'est donc entrée limitée. On a des places pour vous, auditeurs, auditrices de France Maghreb 2. Soyez au rendez-vous pour jouer dans un instant. On vous donnera le top départ, bien sûr, le numéro 01 40 33 9000. Sinon, dans notre zapping, mon cher ami Ossine, on parle de Maria, cet ouragan qui a sans doute eu un impact important dans l'archipel des Saintes. Le préfet de la région Guadeloupe, Éric Merle, a fait un point sur les premiers dégâts visiblement importants. Chacun a pu constater la force du vent, puisque nous l'entendons encore, conjugué à des précipitations très importantes. Donc il y a des infiltrations dans les maisons, des inondations, et il y a des toitures envolées très certainement. Nous le savons, ne serait-ce que parce que quelques casernes de pompiers ont vu leur toiture envolée. Donc moi je renouvelle mes consignes, il faut absolument rester confiné. Voilà, donc évidemment la situation se complique pour les Caraïbes, la Martinique qui a été visiblement un peu épargnée, la Guadeloupe qui a été durement touchée, de fortes pluies avec des vents qui ont dépassé pour la plupart les 200 km/h, et donc l'île de la Dominique qui a été bien touchée parce que le cyclone est passé visiblement au-dessus de la Dominique. C'est quand même inquiétant ce phénomène aussi, des ouragans qui s'enchaînent après Irma, Maria, José, etc. C'est la température. En fait, le réchauffement climatique est très important. Et le réchauffement climatique, exactement. Moi, je trouve qu'on fait pas assez pour la planète.
On en parle rarement. D'ailleurs, Badr, il est pas là aujourd'hui pour en parler. Mais voilà, c'est pas un sujet d'actu et c'est triste que les citoyens. D'ailleurs, il y a un truc, c'est qu'en France, nous, par exemple, on a peu d'impact par rapport à tout ça et que nous, les citoyens, on sont très peu concernés par tout ce qui est écologie, environnement, etc. Oui, c'est vrai. En France, la classe politique et la classe aisée gèrent l'écologie, etc. Aux États-Unis, par exemple, faut savoir que c'est les communautés qui gèrent l'écologie et que l'écologie n'est pas au mot d'ordre des politiques. Et comme disait Grand Corps Malade, l'écologie serait pas une matière superflue à l'école. Ouais, ce serait pas faux ça. Ouais. Ouais. C'est peut-être la priorité des matières à apprendre. Absolument. Avant de parler de cette embrouille au sein du Front National, on va accueillir Abdel qui est avec nous. Bonsoir Abdel. Bonsoir Christophe, je vais te dire un petit truc, tu le prends pas mal, d'accord? Moi, France-Maghreb, c'est ma famille, je veux pas que tu le prennes mal. On a le droit de dire des reproches. Il y a pas de problème. Vas-y, balance. Une fois que lance la sauce. Une fois que je t'avais appelé, tu nous avais dit, voilà, Monsieur Mamie avait pris des photos avec Emmanuel Macron, et moi je t'avais dit, si j'étais Monsieur Mamie, c'est bien beau les selfies, mais il faut lui dire les 4 vérités. Et quand j'ai raccroché, parce que le courant est de votre côté, évidemment, on a appuyé sur le bouton, évidemment, bah vous forcément. avez débattu. En disant oui mais faut pas être agressif envers Macron, bah tu vois, bah la prochaine fois, quand Monsieur Mamie fera des selfies, j'aurais voulu qu'il lui en parle un mot, tu vois, de ce genre de problème. Liberté, salam, c'est Macron aujourd'hui qui est au pouvoir, c'est Macron qui est au pouvoir aujourd'hui, et au lieu de faire des selfies, bah faut lui dire les 4 vérités, et s'il faut être agressif verbalement, c'est pas physiquement, faire verbalement, et on a le droit à l'Assemblée, ils le font tout le temps, c'est pas mal ça, hein. Bon, bah c'est dit Abdel, après chacun son tempérament, hein, tu sais, voilà, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire un peu impulsif, etc. Et Monsieur Mamie ou d'autres sont un peu plus diplomates, on va dire, voilà. Bah oui, mais quand on a le pouvoir de pouvoir rencontrer des gens comme vous, assez haut placés, et que nous, les citoyens français, on ne peut pas, comme si on était des biafrés, ils veulent pas s'approcher de nous, il faut pas hésiter. Parce que on peut le rencontrer qu'une fois ou 2 fois dans sa vie, donc faut lui dire les 4 vérités. Les musulmans en France ne sont pas considérés comme des citoyens français, même à l'étranger, c'est pas pareil. Et je vais te dire une chose, hein, pourquoi tu veux qu'Israël défende Israël, attaque Israël? Parce que la plupart des députés, les anciens, tu sais très bien qu'ils ont tous un passeport pour la plupart israéliens. Enfin, c'était le cas dans l'ancienne mandature, c'est un peu moins le cas maintenant. Bon. Oui, voilà. Mais Israël n'attaquera pas Israël. Bon. Un bon entendeur, monsieur Abdel, merci. Voilà. C'est rien, dit, hein. c'est ça. Bon, ça fait du bien, tu t'es lâché, c'est bon? Tu l'as pas pris mal quand même. Mais pas du tout, attendez. Merci. Alors, ensuite, peut-être que ça a été fait, on ne sait pas, hein. Je pense que personnellement, il a dû en parler de certains sujets avec Macron. Donc, oui, peut-être qu'il aura l'occasion de le faire un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, merci Abdel d'avoir pris ton téléphone pour nous le dire. 01 40 33 9000. Preuve, une nouvelle fois, que ici on peut dire ce qu'on veut, dans la limite évidemment du respect et de la bienveillance. C'est très important, et pas de diffamation, pas d'appel à la haine. Mais bon, ceci est inutile de le rappeler. Vous faites bien entendu usage d'un bon usage en tout cas de cette émission. 01 40 33 9000. Alors dans le zapping, mon cher Hossein, en Birmanie, Birmanie, Aung San Suu Kyi qui est prête à organiser le retour des réfugiés, les Rohingyas. La phrase forte du discours d'Aung San Suu Kyi, donc discours télévisé en anglais, où elle dit aussi comprendre l'exode de cette minorité musulmane vers le Bangladesh. Incroyable. Le gouvernement travaille à ramener la situation à la normale. Depuis le 5 septembre, il n'y a eu aucun combat armé et aucune opération antiterroriste. Mais nous nous sentons concernés d'apprendre que de nombreux musulmans franchissent la frontière et partent pour le Bangladesh. Nous voulons comprendre les raisons de cet exode. Nous voulons parler à ceux qui ont fui et à ceux qui sont restés. Je pense qu'on ne sait pas assez que la plupart des musulmans de l'Arakan ne sont pas partis. Plus de 50% des villageois musulmans vont bien et ils vivent comme ils le faisaient avant l'attaque. Aung San Suu Kyi, permettez-moi de vous le dire. Prix Nobel de la paix en 91. Mensonge. Et alors c'est incroyable de dire quand même, on ne comprend pas pourquoi ces musulmans fuient la Birmanie. Vous n'êtes pas au courant, madame Aung San Suu Kyi, qu'il y a eu des exactions, que l'ONU parle de nettoyage ethnique, qu'il y a eu des villages brûlés, qu'il y a des gens qui sont massacrés, torturés. On en a parlé d'ailleurs hier avec Raïm, qui est parti les rencontrer sur place. Madame Aung San Suu Kyi, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des imbéciles quand même, au bout d'un moment.
Ossine, quand même. Ça devient hallucinant, non, d'entendre des choses pareilles. Et même, tu sais, elle dit une petite bêtise, elle se rend pas compte de sa parole, peut-être. Elle pensait faire bien, elle a dit je tiens à rassurer que plus de 50% des musulmans sont toujours là et qui n'ont pas fui. Et qui vont bien. Donc ils ne vivent pas bien forcément, mais ils vont bien. Ça va, voilà. Ils sont pas mal. Mais ça voudrait dire que plus de 50% de l'autre côté ne vont pas bien et ont fui la Birmanie. Minimum. Et on rappelle, c'est pas très fort son discours. Hein. Chiffre de l'UNICEF, 90% des réfugiés qui ont quitté donc la Birmanie sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Bon, faut revoir votre copie, madame Aung San Suu Kyi. Oui, mais l'UNICEF, ils ont pas le prix Nobel de la paix. Ah bah évidemment. Sinon, dans le zapping, et pour finir d'ailleurs, je précise d'ailleurs que à propos de la Birmanie, il y a des enquêteurs de l'ONU qui travaillent sur la Birmanie et qui demandent un accès complet, sans entrave, au pays. Voilà, ça c'est une demande express. Donc je sais pas si elle sera accueillie ou reçue par madame Aung San Suu Kyi. Alors, un pas de plus franchi dans la guerre ouverte au Front National. Maintenant, Marine Le Pen, présidente, et Florent Philippot, son vice-président, qui s'affrontent à distance. La présidente demande à son vice-président de quitter, lui, la tête de son association, les Patriotes. Elle veut qu'il se concentre sur la refondation. Elle met ainsi son autorité en jeu. C'est un véritable règlement de compte par médias interposés aussi, une auditeur-auditrice auquel on a assisté ce matin. Tout commence à 7h45. Marine Le Pen est l'invitée de RTL, interrogée sur la crise suscitée par l'activité associative de son vice-président. Elle commence par minimiser et appelle même Florian Philippot par son prénom. Écoutez. Vous savez, Florian est un dirigeant politique, il sait, je crois, que la création des Patriotes, au moment des législatives, a créé une forme d'émoi. Bon, moi je lui fais confiance pour lever ces ambiguïtés. Et puis un petit peu plus tard, quelques minutes plus tard sur RMC, cette fois Florian Philippot répond c'est non. Il ne quittera pas la présidence de son association, ne mâche pas ses mots et s'en prend même à l'un des autres vice-présidents du parti, Louis Alliot, qui est aussi le compagnon de Marine Le Pen. Je note que d'autres vice-présidents comme Louis Alliot sont également présidents d'associations Idées Nations qui sont des think tanks et qu'on leur a jamais rien demandé. Donc je ne comprends pas du tout cette demande et je pense qu'on ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe. Voilà qui est dit. L'affrontement donc s'annonce brutal. Marine Le Pen est prête, dit-elle, à prendre ses responsabilités. C'est donc son autorité de présidente qui est désormais en jeu. Reste à savoir jusqu'où elle ira. Florian Philippot participera-t-il de l'intérieur à la refondation? Lui, en tout cas, était très clair ce matin. Je ne suis pas favorable à la rediabilisation. Voilà sur ce qui est à dire sur cet affrontement par médias interposés entre Marine Le Pen et Florian Philippot ce matin. Au signe de quel œil vois-tu ça? Moi, j'avais pas suivi, mais je regarde un petit peu la page des Patriotes et ouais, moi je comprends. Je sais que Philippot, ils leur font beaucoup d'ombre. Tu te rappelles la semaine passée, on avait parlé de comment il s'appelle l'avocat encore qui critiquait Philippot, l'avocat du Front National. Oui, Collard, voilà. Collard qui a attaqué. Collard. Quand une personne elle est si attaquée que ça, c'est normal, il fait un peu d'ombre. Ça fait longtemps qu'on le voit que dans les médias, on le voit partout. Il était vraiment le vrai porte-parole du Front National. En santé, faut avoir les yeux, faut être objectif aussi. Il a dans ses paroles, il est un meilleur communicant que Marine Le Pen, Collard et compagnie. Donc je pense qu'il y a une peur de leur côté à eux. Ils se mettent à le critiquer publiquement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie crise au sein du parti par rapport à ça. Comment voir l'avenir du Front National, c'est ça la vraie question. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec Philippot qui ne peut plus rester au Front National, c'est plus possible. Mais s'il sort du Front National, faut savoir que la partie jeune du FN et de l'extrême droite et de la droite en général qui est un peu extrémisée, elle suit Philippot. C'est vraiment le cadre, je sais pas comment dire, mais il représente vraiment cette communauté-là d'un petit peu des bobos, etc., qui sont un peu extrémisés, quoi. Très bien, on va suivre ça de près en tout cas. Il va faire de l'ombre, c'est ça que je dis. Et Florent Philippot d'ailleurs qui a pris un appartement près des grosses stations de radio. Exactement, depuis des années. Des années, pour être ça lui a réussi. Celui qui remplace au pied levé des politiques qui ne peuvent pas venir dans les matinales de télé ou radio. Donc Florent Philippot, c'est pour ça qu'il est invité souvent, évidemment. Ah bon, voilà. On change littéralement de sujet maintenant avant de jouer. Maintenant, puisque c'est maintenant l'heure de jouer au quiz du LGF avec des petites questions qui sont là. Voilà, elles sont belles, bien. Pas très compliqué d'ailleurs, très simple, histoire de s'amuser un petit peu. Pour gagner quoi? Une place pour le concert de Hakim, qui ont de nombreux succès. Faut les voir en concert, c'est quelque chose. Franchement, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion, mais
Qui, moi? C'est du lourd, oui. Oh, mais plein de fois. Plein de fois. Ouais, donc c'est du très très lourd. Je le conseille à tout le monde. Dès que vous voyez une affiche Mousse et Hakim origine contrôlée, je vous conseille d'y aller. C'est une superbe soirée que vous allez passer. Ils ont de la patate, ils vont vous la transmettre sur scène et vous allez voir une très très belle soirée sans regret. Bon, on va jouer dans un instant avec Sana qui est avec nous depuis Orléans. Bonsoir Sana. Bonsoir. Comment allez-vous ma chère Sana? Bah écoutez, ça va, j'ai passé un très bon week-end grâce à France Maghreb, j'ai gagné un concert la semaine dernière. Ah, vous avez été voir Chérine? Exactement. Comment c'était, racontez-nous? Le concert, c'était super, vraiment, c'était génial, on avait les places qui étaient très très bien situées, j'ai passé vraiment un moment très très agréable. D'ailleurs, je souhaiterais vraiment remercier l'animateur de l'émission, c'était la question casse-tête, c'est ça? Ah, il est là notre monsieur, une question qui fait mal à la tête, Medjed. C'est Sana qui a gagné chez toi, elle est contente d'être remerciée. Bonjour Sana, merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonjour Sana, vous êtes bien amusée alors? C'était super, la petite était vraiment contente. Alors, tant mieux. Merci beaucoup. Tant mieux, alors j'espère que Christophe va vous porter chance cette fois-ci alors. Bon, Sana, on va voir ça tout de suite. Et face à toi, il y a Kamel. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Kamel, tu nous appelles du périph' toi? Oui, c'est ça, périph' parisien. Périph' parisien, toujours aussi embouteillé évidemment. Ah oui, comme d'habitude. Hein. Bon, alors, Sana, Kamel, Sana. Sana, vous faites quoi dans la vie? Je suis chargée d'affaires dans une boîte d'intérim, une agence d'intérim. Ah ouais, c'est nos auditeurs. Écoutez les autres radios, nous on a les meilleurs. Hein. Les meilleurs auditeurs, c'est nous. Hein. Kamel, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis routier, chauffeur routier. Ah, t'es pas en grève en ce moment? Comment? Non, bon d'accord, ok. Alors, vous connaissez le principe du quiz Jeff, tous les deux. 5 questions qui vont vous être posées. Et le meilleur score l'emportera, donc une place pour aller voir Hakim le 23 septembre à l'Olympia, pour Sana ou pour Kamel. Et une invitation, si ça... Honneur aux femmes. Bah évidemment, attends, t'as même pas besoin de le dire. Honneur aux femmes, toujours. Allez ma chère Sana, je vais déclencher le chrono et je vais te poser 5 questions, d'accord? Prends ton temps, c'est un chrono qui dure 1 minute, on a le temps, tranquille. Top départ. Première question Sana. Dans le cadre du retour de l'émission politique sur France 2, avec quelle personnalité politique le Premier ministre Édouard Philippe va-t-il débattre? Est-ce que c'est Laurent Wauquiez ou Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon. Dans quel pays du Maghreb les femmes sont désormais autorisées à se marier avec des non-musulmans? Le Maroc ou la Tunisie? La Tunisie. Quel est le participe passé du verbe bouillir? Est-ce bouilli ou bouillu? Bouilli. Quelle viande utilise-t-on généralement pour une blanquette? Est-ce du veau ou du mouton? Du veau. Et enfin, quel est le saint patron de l'Irlande? Est-ce Bruno ou Patrick? Alors, je dirais Patrick, là. Franchement, j'ai un truc à dire. C'était trop facile pour Sana. Franchement, je suis pas d'accord. Elle a déjà gagné une place. C'est pas quelqu'un c'est pas une membre de la famille, quelqu'un ici? Non, pas du tout. Dis-nous la vérité, pas Sana. Du tout. Sana, vous avez fait un 5 sur 5. Attention, on va voir si Kamel va faire autant. Puisque en cas d'égalité, évidemment, vous serez, tout simplement, soumis à une question subsidiaire. On est prêt, Kamel? On est prêt, Christophe. Bon, c'est parti, les questions sont fastoches aussi pour toi, Kamel. Top départ. Quel est le pays du soleil levant? Le Japon ou l'Inde? Le Japon. Quel élément de l'ordinateur est appelé QWERTY ou AZERTY? Est-ce la souris ou le clavier? Le clavier, je sais pas du tout. Quel type de devinette commence par mon premier et se termine toujours par mon tout? Une salade ou une charade? Une charade, évidemment. Et enfin, quelle équipe nationale de football est surnommée la Roja? Le Brésil ou l'Espagne? La Roja, c'est le Brésil. Quelle épice, issue de la fleur d'un crocus donne sa couleur au riz dans la paella? Est-ce le safran ou le curry? Le curry. Aïe. Pourquoi t'as fait ça, Kamel? Pourquoi? Non, c'était le safran. Et la Roja, c'est l'équipe d'Espagne. Salah, tu as gagné! Bravo, Salah! Une belle soirée en perspective pour toi le 23 septembre à Paris à l'Olympia. Kamel, il avait trop de pression. Eh bien, tu ne quittes pas, ma chère Sana. Je vais prendre tes coordonnées. Encore bravo. Et bravo, 5 sur 5, bravo. 5 sur 5, c'est bravo. C'est nickel. Et Kamel, Je vais m'habituer à faire des concerts gratuitement tous les week-ends.
Comment ça, c'est trop Attends, facile, Kamel. Kamel? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a des réclamations? Non, j'ai aucune raison. Ah bon, ok, d'accord. Mais attends, mais la roja quand même. La roja, c'est l'Espagne, oh. Et le safran, c'est connu. Bon. Ouais, normal. Allez, Kamel, tu retentes ta chance, il y a encore des places, t'inquiète, d'accord? D'accord. Ça va, Allez, bon courage. Ça là, tu ne quittes Allez. pas. On va prendre tes coordonnées en antenne et encore bravo, ma chère. Merci. Dans un instant, le coup de cœur de Houssine. Dans un instant, sans France Maghreb 2. Oui, il arrive. quand même. Absolument. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Osinras sur France Maghreb 2. Avec l'heure du coup de cœur de Osinras. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, où nous emmènes-tu? Alors pas très loin, je vous emmène dans le 93. J'ai vu un coup de cœur la semaine passée pour un docu pour lequel j'ai été invité. C'était l'avant-première du nouveau film de Nadir Dendoun, un documentaire autour de sa mère et qui s'appelle Des figues en avril. C'était magnifique. Pour moi, c'est vraiment un travail. C'est une transmission qu'on va laisser aux autres, à nos petits frères, etc. par la suite et à nos enfants par la suite, parce que c'est une très belle histoire. C'est un film très très humain, un docu très humain, très nature, où il filme pendant 55 minutes sa maman en train d'expliquer son arrivée. Alors je vais juste vous lire le petit résumé. Alors portrait de Messaouda Dendoun, algérienne de 81 ans, arrivée en France il y a 60 ans, depuis 1968 à la cité Maurice Thorez de l'île Saint-Denis dans le 93. Des figues en avril raconte le parcours de cette Kabyle des montagnes, mais aussi sa vie dans son HLM depuis que son mari Mohand Dendoun, 89 ans aujourd'hui, atteint d'Alzheimer, a été placé dans une maison médicalisée. Donc cette soirée elle était magnifique. Pour revenir sur l'histoire en elle-même, donc le père de Nadir Dendoun, c'est la personne qu'on voit sur le mur à Malakoff, à Porte de Malakoff. Donc il y a un grand graphe qui a été fait par le grand artiste Vince sur je sais pas combien de mètres. Et cette photo-là, c'était celle qui a été gagnée un grand prix de photographie. Pour le film en lui-même, il sera diffusé dans quelques villes. Donc n'hésitez pas à le demander aussi à vos élus, comme évidemment. Voilà, il sera diffusé à Stein très bientôt et je pense que dans d'autres villes ça va suivre. On communiquera à ce moment-là. Moi, ce film-là, il m'a beaucoup touché. Quand on le regarde, on pense à nos mamans. À un moment donné, elle veut pas laisser ses enfants débarrasser la table, alors que maintenant ils sont grands. Elle parle de son arrivée en France, de la difficulté qu'elle a eue pour apprendre le français, et surtout qu'elle y a pensé trop tard. Elle parle aussi de ses enfants et de leur insertion, de la difficulté, etc. Donc tout ça, on va tous se sentir concernés à un moment donné ou un autre dans ce docu. Je le conseille à tout le monde et moi ça a été un pur bonheur de le regarder. Et je voulais terminer par dire une petite date, un petit événement qui se passe ce vendredi du côté des Francs-Moisins. Ouais. Il y aura encore la diffusion du film Ils l'ont fait. J'insiste encore parce qu'il faut le voir. Un très beau film de Majid et de j'ai oublié le nom. Ouais. Donc il y aura aussi un graphe qui sera réalisé par Vince justement dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aura des ateliers graphes avec les enfants, avec les familles. Il y aura des débats. C'est toujours organisé par l'Éco des Cités et Francs-Moisins Citoyens. Ce sera à partir de 16h ce vendredi. Et ce qui est marrant, c'est que l'affiche elle est magnifique. Et en bas, il vous donne l'adresse en écrivant dans le parc de la Cité Francs-Moisins, au pied du bâtiment 1, 89 rue Daniel Casanova. L'événement aussi, vous pouvez le trouver sur Facebook très facilement. C'est Culture pour tous à partir de 16h vendredi. Merci beaucoup aussi pour ces belles recommandations. Le film s'appelle comment Il s'appelle Des figues en avril. Et juste pour terminer, Des figues en avril, pourquoi? Parce que justement sa maman raconte dedans que quand Nadir vivait en Australie, il avait ramené sa mère. Et donc là-bas, elle a trouvé des figues en plein mois d'avril, ce qui était très rare, alors qu'en Algérie, des pays des figues, là, y a pas. Merci aussi, merci à tous. Vous. Sur France Maghreb 2, il est 18h, l'heure du rappel des titres de l'actualité. Avant de retrouver Medja et Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. L'affaire avait été classée, mais des victimes l'ont rouverte. Le cardinal Philippe Barbarin sera jugé du 4 au 6 avril prochain pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs commise par un prêtre dans son diocèse de Lyon il y a plus de 25 ans. Le procès des 9 personnes jugées pour avoir incendié une voiture de police à Paris en 2016 et pour avoir frappé un policier par la suite a été suspendu et reprendra demain. Il a été interrompu à plusieurs reprises alors que de nombreuses personnes manifestaient devant les portes pour réclamer une salle d'audience plus grande. Après le passage de l'ouragan Maria dans les Antilles françaises, en Guadeloupe, il y a de nombreux dégâts matériels. Des arbres couchés, mais pas de désastre comparable au passage de l'ouragan Irma quelques jours plus tôt à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 80 000 foyers sont privés d'électricité, soit environ 40% de l'île. Le gouvernement se penche sur le cas spécifique du secteur des transports dans sa réforme du Code du travail. Annonce de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, après le premier
coups de semonce des routiers hier et avant une grève reconductible programmée lundi. Les fédérations de la CFDT et de la CFTC souhaiteraient que les transports dérogent aux ordonnances ou bien que les ordonnances soient aménagées pour leur secteur. C'est le grand rendez-vous annuel de la diplomatie. L'Assemblée générale des Nations unies a débuté officiellement aujourd'hui à New York avec le discours du président américain Donald Trump qui était très attendu. Il l'a prononcé devant ses 193 États membres. Le président américain a développé sa vision du monde sur fond d'anxiété générale sur les dossiers iraniens ou nord-coréens. Sport, et après la demi-finale remportée face à la Serbie, la finale de la Coupe Davis de tennis se tiendra elle aussi à Lille au stade Pierre-Mauroy. Ce sera face à la Belgique et ce sera du 24 au 26 novembre prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.